Vendredi 26 décembre 2014, nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Signature d'un contrat de performance ce matin entre la Direction générale des douanes et les responsables des services opérationnels. Objectif, accroître le taux de mobilisation des ressources internes. Des jouets et de l'argent aux enfants du village SOS enfants de Niamey, un geste de Western Union pour soutenir ces petits. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Lancement ce matin du rapport d'études sur les incidences socio-économiques de la maladie à virus Ebola en Afrique. Cette cérémonie a été organisée par la Commission économique pour l'Afrique à travers le bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est. Le compte rendu avec Asmana China et Khalidou Bourema. L'étude sur la maladie à virus Ebola a été menée par une équipe d'une vingtaine de personnes qui ont recueilli des données dans 3 pays touchés, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Il en ressort que cette maladie sans vaccin ni remède a eu des effets socio-économiques graves dans ces pays. Sur le plan social, la maladie a entraîné, entre autres, l'accroissement de la morbidité, la perturbation du système éducatif et la hausse du chômage. Au plan économique, on note aussi l'augmentation des dépenses et la diminution des ressources. Des constats qui ont amené la CEA à tirer quelques conclusions. La plus grande, d'après nous, d'après la CEA, conclusion, c'est de demander aux bailleurs multilatéraux et bilatéraux des 3 pays les plus affectés par cette maladie à virus Ebola de considérer annuler la dette extérieure de ces pays. Pourquoi est-ce que nous demandons cette annulation? Nous demandons cette annulation parce que le montant qui sera dégagé de cette annulation de la dette, qui d'après nos calculs est aux alentours de 2,6 milliards de dollars, peut être utilisé pour 2 choses. 1, on peut l'ajouter au combat actuel contre l'épidémie, qui consiste à freiner la maladie sur le plan sanitaire et le plan humanitaire. Mais plus important, ça va dégager l'espace fiscal qu'il faut pour qu'on puisse s'occuper des plans de relance. Deuxièmement, nous disons qu'il faut que non seulement les pays qui sont affectés, mais aussi les autres pays africains puissent investir suffisamment dans leur système de santé, en termes de personnel, en termes d'infrastructures, en termes d'organisation, pour nous prémunir contre ce genre de situation dans le futur, non seulement pour les virus, mais pour d'autres maladies. Parce que, pour l'instant, nous avons encore des dysfonctionnements dans nos systèmes de santé. Procédant au lancement du rapport de cette étude, le directeur du cabinet du ministre du Plan a rappelé qu'aucun cas du virus Ebola n'a jusqu'à présent été déclaré au Niger et a appelé à tous les Africains de conjuguer leurs efforts pour vaincre la maladie. Face à cette épidémie, le Niger réaffirme sa compassion et sa profonde solidarité à l'égard des pays touchés, renouvelle son engagement et sa ferme détermination à appuyer les efforts des pays de la sous-région afin d'éradiquer, sinon de stopper la propagation de cette grande maladie. Il faut par ailleurs se féliciter que certains pays touchés comme le Mali, le Nigeria et le Sénégal aient réussi à contenir efficacement la propagation de la maladie. À ce propos, je dois souligner que le renforcement des systèmes de santé ne devrait pas connaître la prévention des épidémies de ce genre, mais plutôt porter sur une amélioration globale des capacités en matière de santé publique au niveau national et régional. Les fonds de soutien, tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, contribuent à réduire la prévalence de ces maladies, mais une approche plus globale est nécessaire pour renforcer les socles des systèmes nationaux de santé.
La maladie à virus Ebola est une maladie qui fait peur, affectant ainsi la cohésion sociale, d'où la nécessité pour les médias de donner la bonne information sur cette maladie qui sévit dans des pays africains dont les systèmes de santé sont vulnérables. Je l'annonçais dans les titres, mobiliser davantage les ressources internes, c'est l'objet de la signature ce matin du contrat de performance entre la direction générale et les services des opérations de douane. La cérémonie s'est déroulée au siège du syndicat national des agents de douane, SNADA, comme nous le précisent ici Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. Cette présente rencontre de signature de contrat de performance entre le directeur général de la douane et les responsables des services opérationnels s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Le contrat que j'ai signé à notre nom à tous, il nous engage fondamentalement à nous approprier les impératifs budgétaires de l'État ainsi que la nécessité sous-jacente d'accroître le rendement de la mobilisation des ressources internes. Pour ce faire, nous devons nous appuyer sur le plan stratégique 2013-2015 de la Direction générale des douanes qui trace la feuille de route des actions à mener afin de maintenir le cap de la modernisation. Le contenu du contrat qui nous lie au ministère des Finances vous sera présenté en détail tout à l'heure. Sachez cependant que loin d'être une redite des dispositions de la loi des finances, ce contrat véhicule une véritable force morale qui doit nous habiter tous, individuellement et collectivement. Contribuer à la construction nationale et redorer l'image de marque de la douane, c'est entre autres objectifs de cette rencontre. Sachez surtout que lorsque chacun ou chacune de vous se verra attribuer une quote-part des objectifs globaux, il ou elle sera certes tenu de réaliser ce quota. Mais, pour autant, il ou elle ne devra nullement oublier que sans l'apport des autres, les seules performances, même exceptionnelles de son service ou de son unité, resteront vaines. En d'autres termes, la compétition, la solidarité de la complémentarité devra être le maître mot de l'exécution des contrats sur lesquels vous apposerez sous peu vos signatures à côté de la mienne. C'est donc le lieu et le moment de vous exhorter en tant que combattant du développement économique et social du Niger à prendre l'engagement de contribuer le plus efficacement possible à l'accroissement des recettes douanières et à l'amélioration du caractère au Niger. Ce serait la plus belle manière d'apporter votre pierre à la construction nationale et en passant redorer l'image de marque de la douane. Le recette 2014, les modalités de déclinaison du contrat de performance seront exposées, suivies des discussions générales sur les résolutions à prendre pour atteindre les objectifs 2015. L'école de formation des élèves officiers des forces armées nigériennes EFOFAN a servi de cadre ce matin à la concrétisation de la 11e promotion d'élèves officiers d'Activa. Cette promotion qui porte le nom du feu colonel Demba Menassara avec pour parrain le général de brigade Amadou Moussa Gros comprend 47 élèves officiers venus de plusieurs pays de la sous-région. Adam Ousmana et Ibrahim Abdou pour le reportage. Le nom de baptême de votre promotion est le colonel Demba Menassara. Tel est le nom de baptême donné à cette 11e promotion d'élèves officiers d'actifs par le ministre de la Défense nationale. Une promotion forte de 47 élèves de 8 nationalités au rang desquels l'on dénombre 2 filles. La présente cérémonie de consécration qui a vu la présentation au drapeau de ces soldats a été l'occasion pour le premier responsable de cette prestigieuse école de faire sa présentation à l'assistance venue massivement pour la circonstance. Cette cérémonie arrive au terme de 3 mois de formation et d'initiation à la vie du combattant, c'est-à-dire à celle du soldat dans toute sa splendeur et sa grandeur. Sur le plan pédagogique, les résultats obtenus que nous classons
dans le niveau de la satisfaction vont nous permettre d'amorcer avec plus de détermination les autres hautes phases de la formation de ces 2 précieuses années scolaires que cette 11e promotion aura à passer à l'EFOFAN. La promotion de l'élève officier d'Emba Menassara ayant reçu les épaulettes des mains de leurs parrains est parrainée par le général de brigade Hamadou. En intégrant l'académie militaire, le ministre de tutelle a demandé à ses élèves officiers d'actifs de faire honneur aux noms qui sont associés à leur promotion et surtout aux couleurs nationales au péril de leur vie. Ayez en permanence l'esprit de discipline qui fait la force principale des armées, le sens de l'honneur et de la dignité, le goût du travail bien fait, à l'image de vos anciens, à l'image de votre officier parrain, reconnu pour sa rigueur et ses excellentes qualités intrinsèques. Cette cérémonie à laquelle prennent part parents, amis et connaissances de ses élèves a pris fin avec le retrait du drapeau suivi d'une photo de famille. Ainsi, ces braves filles et hommes vont pouvoir rejoindre leurs familles respectives avant de revenir vers la famille de la Grande Muette. Un exemple d'intégration des armées avec pour slogan patrie, loyauté, sacrifice. Western Union au chevet des enfants du village SOS de Niamey, un don composé d'un lot de jouets pour enfants et un chèque d'1 500 000 francs CFA ont été remis aux responsables de ce centre. Un geste de Western Union pour soutenir ce petit. Précision avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. C'est un chèque de 1 500 000 francs CFA et un lot de jouets pour enfants que Western Union a mis à la disposition de 120 enfants que compte le village d'enfants SOS de Niamey. Un geste vivement accueilli par le directeur de la programmation. Dans son allocution, Ismaël Younoussa a fait une brève présentation du village. SOS Village d'enfants a pour mission de donner une famille aux enfants en difficulté, de les aider à bâtir leur propre avenir indépendamment de leur sexe, de leur race, et de leur ethnie et de leur religion, en vue de participer au développement des communautés locales. SOS Village d'enfants Niger est présent dans 4 régions du Niger, à Niamey, à Maradi, à Tawa et à Dosso. Nous avons plusieurs programmes. Nous avons le programme prise en charge familiale constitué des familles SOS, le programme de renforcement de la famille qui prend en charge les enfants au sein de leur propre famille à travers les activités génératrices de revenus sur une période de 5 ans, et le programme éducation et santé. Un geste qui intervient à point nommé et une façon pour Western Union d'accompagner les enfants en détresse pour les assurer un avenir radieux, a laissé entendre le représentant Western Union. En cette fin d'année, Western Union a songé aux enfants de SOS. Ils font partie des enfants diminués. Pourquoi cette cible? Parce que ces enfants sont de la plupart des enfants déshérités. Les enfants qui sont dans des conditions, et pour ne pas dire précaires. Donc, l'aspect social de Western Union doit aller partout. Parce que nous avons toujours dit que Western Union n'est pas qu'une institution financière qui est à la quête du bénéfice. On doit aussi accompagner la population en détresse. Donc c'est pour cela, cette année, nous avons choisi les enfants des SOS pour les accompagner. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des élèves parrainés par Western Union qui sont dans cet établissement qu'on accompagne jusqu'à la fin de leurs études. Donc, en général, et avec ces enfants, on a voulu généraliser pour aller vers tous les enfants des SOS, pour les amener à fêter avec beaucoup d'enfants ces fêtes de fin d'année. Pour clore la cérémonie, un important dîner a été offert aux enfants et à leurs encadreurs. Rôle et responsabilité des agents contractuels face aux élections professionnelles, c'est sous ce thème que le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement secondaire SINASES de la région de Niamey a tenu ce vendredi son conseil syndical régional. Michel Djedji et Soumel Amadou. C'est d'abord la situation socio-politique nationale qui est au centre de ce conseil.
La coordination régionale de Niamey du SYNACES constate ainsi avec amertume une certaine crise de confiance marquée par un climat tendu qui continue à faire sombrer le peuple nigérien dans le chaos. Nous avons dit que ces derniers temps, on constate au Niger vraiment il y a la culture de l'intolérance, il y a le vouloir vite s'enrichir et il y a le développement du capitalisme de façon exorbitante. Et ce qui n'est pas vraiment le cas dans la société traditionnelle nigérienne. Parce que quand on se rappelle aussi même du message à la nation du 17 décembre 2014 du président de la République, le passage qu'il parle de l'administration nigérienne. Donc l'organisation de ce conseil syndical nous a permis de découvrir qu'en réalité cette administration nigérienne ne travaille pas du tout. Parce que nous avons envoyé un certain nombre de courriers à nos ministères de tutelle, bien que ces courriers ont été enregistrés par le bureau d'ordre, que ces courriers-là ont été vraiment perdus. Donc nous avons dit que vraiment cette administration ne travaille pas. Et deuxièmement, par rapport aux élus du peuple, nous avons dit qu'au lieu que nous sommes en train de s'adonner à cette politique qui n'est pas normale, ils ont laissé un peuple victime de la vie chère, avec corollaire de la vie chère, et que nous avons dit que nos parlementaires là, ils sont mal formés. Au plan syndical, le comité exécutif du SYNACES Niamey déplore la déliquescence des mœurs syndicales au Niger et salue la mise en place de la commission nationale chargée d'organiser les élections professionnelles. Le Conseil demande par ailleurs au gouvernement la correction des irrégularités constatées dans la présélection pour le recrutement des agents contractuels à la fonction publique. Quand on prend les statuts et règlements, notamment les règlements intérieurs du SYNACES, à son alinéa 2, qui dit que tout agent contractuel intégré à la fonction publique perd sa qualité de membre. Donc il perd même sa qualité d'être un contractuel, à plus forte raison d'occuper un poste de responsabilité au niveau du syndicat de contractuels. Donc maintenant, la suite de ces travaux-là vont procéder au remplacement de ces camarades qui ont déjà commencé à toucher leur salaire. Ils ne partagent pas les mêmes réalités que nous. Voilà de façon générale la genèse de ce conseil syndical extraordinaire. Plusieurs autres questions ayant trait à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants contractuels du secondaire ont été également passées en revue au cours de ce conseil extraordinaire de la coordination du SYNACES région de Niamey. Le collectif des syndicats de médias publics a réagi cet après-midi après une correspondance du ministère des Finances à celui de la communication. Une correspondance relative à l'enquête administrative à l'ORTN diligentée par la direction régionale de l'inspection des finances. Une enquête qui fustige le Centra Presse, le Sinfo et le SNAV. Un extrait de la déclaration rendue publique par ce collectif avec Seyni Bourema. Dans cette lettre, il apparaît clairement que le ministre Gilles Baye a l'intention manifeste de nuire à dessein au personnel de l'ORTN. Sinon, comment comprendre que le rapport final fasse ressortir des irrégularités à justifier, cumulant un montant de 44 758 565 francs, et que M. Gilles Baye les ramène au montant faraminé de 2 557 728 565 francs. C'est ainsi que, dans son élan destructif, il relève des faits majeurs importants suivants. 1. Une inquiétante progression de la masse salariale avec un niveau d'évolution de plus de 337%. 2. L'octroi des avantages au personnel entre 2010 et 2011. 3. La position débitrice du compte de dépôt au Trésor. De la prétendue inquiétante progression salariale. En réalité, cette progression n'est que de 10,46%, malgré l'engagement des 69 agents et l'augmentation de 10% des salaires octroyés par l'État entre 2010 et 2011. Et, en dépit du statut particulier dont jouit le personnel de l'ORTN qui lui confère 20% de plus sur la grille de l'administration centrale, les travailleurs de l'ORTN sont aujourd'hui moins rémunérés que ceux de la fonction publique. De l'octroi des avantages au personnel.
tous les avantages incriminés par le ministre Gilles Baye sont arrachés de haute lutte en période d'exception. C'est par exemple le cas des ristournes qui lui crèvent particulièrement les yeux, acquises en 1990, qu'il s'en rappelle. De la position débitrice du compte de dépôt au Trésor. À son niveau, le déficit auquel le ministre Jules Baye fait allusion avec hargne n'est imputable qu'à la seule responsabilité du ministère des Finances. En effet, ce déficit non résorbé est dû aux avances sur les subventions d'équilibre des organes de presse publique pour le paiement des salaires au niveau du Trésor et dont les mandatements n'ont jamais été régularisés. Mieux, l'État, dans le dernier collectif budgétaire 2014, a prévu de résorber ce déficit, mais à cette date, le règlement intérieur n'est toujours pas effectif. Ce qui est pourtant une recommandation du rapport provisoire base de la délation du ministre Gilles Baye. Au vu de tout ce qui précède, le collectif des syndicats des médias publics, soucieux de la défense des intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants, condamne le comportement irresponsable de suspicion et de dénigrement du ministre Gilles Baye à l'égard des honnêtes travailleurs de l'ORTN et exige de sa part la réparation du préjudice causé à l'office et à l'ensemble du personnel dans les meilleurs délais. Le collectif demande à ses militantes et militants de rester vigilants et mobilisés pour répondre efficacement aux futurs mots d'ordre. Fait à Niamey, le vendredi 26 décembre 2014, ont signé Idi Gambo, secrétaire général du Sinfo, Rabo Yahya, secrétaire général de Central Presse, Saini Bourema, secrétaire général du SNAV. Vive la solidarité syndicale. Du sport dans ce journal avec cette opération de salubrité du comité olympique sportif du Niger à Kousseni, un acte de santé visant à rendre propre les locaux. Ibrahim Tikiri. Rendre l'environnement propre pour la pratique du sport sain, c'est dans cet esprit que le comité olympique et sportif du Niger a initié cette opération de salubrité dans ses locaux ce 25 décembre 2014. Le président du COSNI, les membres du bureau, le personnel administratif et les sportifs ont balayé la cour du COSNI et alentour. Et cela avec l'appui des autorités communales de la ville de Niamey. Nous avons fait le constat ensemble que il faut que nous assainissions l'environnement de ce centre-là, que vous pratiquez avec assiduité, parce que j'ai eu à le constater, et c'est ça qui est l'objectif majeur du Centre Olympique africain. C'est de donner cet espoir-là, de donner ce lieu de joie, ce lieu de pratique sportive et même sociale à cette jeunesse-là. Donc c'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, là, profitons de cet après-midi pour nettoyer notre cadre de vie, afin que plus jamais, on ne voit des sachets qui traînent. Parce que la moindre des choses, lorsque vous finissez de faire votre sport et que vous avez bu de l'eau, mettez le sachet quelque part dans la poche. Si ce n'est pas dans des poubelles que nous allons installer, parce que vous avez raison, quelque part, on constate qu'il n'y a pas de poubelles. On va les installer. Et si on les installe, mettez-y les déchets, s'il vous plaît. D'accord? Et considérez que c'est un terrain. Ce n'est pas la rue. Donc on ne rentre pas dedans avec des mobilettes pendant que les gens sont en train de jouer. C'est dangereux pour nous-mêmes. N'est-ce pas? On ne jette pas des lames, des tessons de bouteilles un peu partout. Donc c'est pour ça que j'ai dit, on lance cette première opération. Mais ça va être une opération durable, c'est-à-dire tous les mois. Dans sa démarche visant à rendre ses locaux propres, le COSNI doit aussi penser à embellir son local et rendre modernes les installations sportives. Sport encore, fin cet après-midi des travaux de l'Assemblée générale élective de l'Union sportive de la gendarmerie. Un nouveau bureau a été élu. Il est présidé par le sous-lieutenant Sani Bago que je vous propose de suivre. Le sentiment qui m'anime présentement, c'est un sentiment de joie
un sentiment de couronnement de dur labeur après tout ce qu'on a vécu après la finale du 3 août jusqu'à aujourd'hui l'Assemblée générale élective qui nous a vu revenir au bureau, aux commandes. Je rappelle que j'étais président par intérim, mais là je pensais que c'était président. Donc j'étais président par intérim, effectivement. Le bureau sortant était en fin de mandat. Moi je n'assurais qu'il est intérim. Voilà aujourd'hui ces choses faites. Et ce qui me réjouit davantage, c'est de voir que d'un commun accord, les gens se sont réunis, les gens ont pris conscience qu'il va falloir qu'on se réunisse pour que nous puissions faire avancer les choses, nous puissions faire gagner l'USJN à l'échelle nationale, pourquoi pas à l'échelle internationale. Voilà le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est de voir que les perspectives pour l'USJN, déjà nous sommes engagés en championnat Ligue 1 Orange, nous débutons aujourd'hui même contre l'AS Douane et déjà nos objectifs nous les avons annoncés à l'ouverture de la saison sportive avec les joueurs, l'entraîneur, c'est de rafler le maximum cette année et le maximum c'est 2, et bien nous allons tendre vers sur le continent. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne a commencé ce vendredi après plusieurs reports. Simone Gbagbo est accusée donc d'atteinte à la sécurité de l'État après la crise post-électorale il y a 4 ans. Sécurité renforcée ce vendredi autour du tribunal d'Abidjan pour un procès très attendu. Simone Gbagbo, l'accusée vedette, affiche un large sourire alors que ses partisans se sont passé le mot pour venir la soutenir. L'ex-première dame est détenue depuis le début du mois dans une école militaire d'Abidjan après avoir passé 3 ans et demi en résidence surveillée dans le nord du pays, des conditions dénoncées par la défense. Les droits de la défense n'ont pas été respectés et nous sommes inquiets pour le caractère équitable de ce procès. Voilà. Nous exhortons la justice ivoirienne à respecter les tests et à respecter les droits de la défense. C'est tout ce que nous voulons. Aux côtés de 82 autres responsables de l'ancien régime, dont l'ex-premier ministre Pascal Afine-Guessant, Simone Gbagbo est jugée pour atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, trouble à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, tribalisme et xénophobie. Son implication dans la crise post-électorale de 2010-2011, qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes, lui a également valu d'être accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, mais l'actuel pouvoir ivoirien a toujours refusé son transfert malgré les réclamations des partis civils. Simone Gbagbo aujourd'hui est en train d'être poursuivie par l'État de Côte d'Ivoire avec comme victime État de Côte d'Ivoire, alors que des lourdes charges pèsent sur elle et ces charges sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Son mari, l'ancien président Laurent Gbagbo, attend lui à La Haye depuis 3 ans son jugement qui doit avoir lieu en juillet prochain. C'est donc sur le procès qui a débuté aujourd'hui et qui reprendra lundi que se sont placés pour l'instant les espoirs des proches des victimes. Il sera également scruté par les bailleurs de fonds du pays, et notamment l'Union européenne, qui voit un test judiciaire et démocratique pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans de cela, un tsunami a fait plus de 200 morts et plusieurs disparus en Asie. Aujourd'hui, beaucoup de commémorations pour ce triste anniversaire dans le monde. 10 ans après, la douleur continue de se lire sur les visages des familles de disparus. Comme ici dans le sud de l'Inde, cette femme a perdu son fils et sa mère dans la catastrophe. La peur, c'est la peur. Chaque fois qu'on regarde l'océan, on se souvient comment ce même océan a pris tous ces gens. Pour s'en éloigner, on est allé à l'ouest, loin de la mer, dans une petite maison donnée par le gouvernement. Face à cette vague, tous sont restés traumatisés. Il y a exactement 10 ans, jour pour jour, elle avait tout emporté sur son passage, faisant 220 000 morts dans 14 pays de l'océan Indien. Ce matin à Banda Aceh, le vice-président d'Indonésie, accompagné de sa femme, s'est rendu dans une fosse commune où des dizaines de milliers de personnes ont été enterrées. Avec 170 000 morts, il est le pays le plus touché. Larmes et prières ont accompagné cette visite. J'ai perdu mes 2 filles alors que j'étais en pèlerinage. Je suis perdue, mais grâce à Dieu, nous restons forts. Et on apprend à reconstruire. Parmi les victimes du tsunami, on dénombre également des milliers de touristes étrangers venus pour les fêtes de fin d'année. 10 ans après les faits, ce couple est venu d'Allemagne. Cette commémoration était vraiment très belle. C'était très digne et
reflétait exactement ce que nous ressentons, ce que je ressentais. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra. Le monde entier en tremble encore. Point final de cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. À toutes et à tous, excellente nuit. Au revoir.